Je sais pas si vous avez remarqué, mais le climat récemment, c'est un peu beauf. Et du coup, ça parle beaucoup de transition énergétique, parce qu'il faudrait qu'on pollue moins, notamment le fait qu'il faudrait qu'on réduise notre empreinte carbone, par exemple, ou encore qu'on réduise notre part de nucléaire, encore qu'on augmente notre part d'énergie renouvelable. Récemment, il y a eu une marche pour le climat, et le départ de Nicolas Hulot du gouvernement. Du coup, avec tout ça, je me suis dit qu'on allait parler de transition écologique. C'est un sujet intéressant parce qu'il y a beaucoup de débats, surtout sur le fait qu'on devrait passer au 100% renouvelable. Avant de se prononcer là-dessus, parce que oui, se tromper sur ce genre de sujet te fait te retrouver instantanément en plein territoire de guerre, sous les tirs ennemis, au cœur d'un volcan en éruption au milieu d'un océan d'acide, mais de toute façon, il y aura forcément quelqu'un qui viendra critiquer, parce que c'est un sujet polémique qui a pris une grosse tournure politique. Et en vrai, bah c'est cool. C'est cool si vous faites de vrais débats en commentaire, si je peux avoir des voix qui remettent en cause ce que je dis, ou des gens qui me disent qu'ils sont d'accord, et que ce débat prend de l'ampleur au niveau politique. Parce que c'est important de faire vivre un débat, surtout celui de l'écologie, qui est un débat d'avenir qui nous concerne tous. Donc ouais, commentez, débattez, donnez vos idées et... Ferme ta gueule et commence la vidéo, bordel! Bon ok, mettons-y des chiffres. Bon, je vais éclaircir certains points d'entrée de jeu. Ce sujet, je l'aborderai sûrement en plusieurs parties, parce qu'évoquer tous les tenants et les aboutissants de la transition écologique, ça se fera pas en une vidéo. Ne vous attendez pas non plus à ce que je vous détaille le fonctionnement d'une centrale nucléaire ou d'un panneau solaire, parce que déjà, il y a un bon paquet de vidéos d'articles qui le feront bien mieux que je ne le ferai, mais aussi parce qu'il ne faut pas confondre le fait de défendre tel ou tel moyen de production avec le fait de vouloir changer notre façon de penser la gestion de nos ressources et de prendre nos responsabilités face au changement climatique qui s'annonce. Ah, attendez, on m'annonce dans l'oreillette que c'est déjà en train de se produire, alors ok, vu qu'on est déjà les deux pieds dedans, autant savoir ce que c'est le dedans. Le début du changement climatique est daté du début du XXe siècle et serait une conséquence directe de l'activité humaine dans son ère industrielle. Pour faire une précision historique sur le sujet, même si on estime que le début du XXe siècle est le début du réchauffement climatique, c'est en 1827 qu'on a théorisé l'effet de serre. C'est le mathématicien physicien Jean-Baptiste Fourier qui l'a théorisé en utilisant l'analogie d'une serre pour décrire l'effet de gaz comme le dioxyde de carbone lorsque le rayonnement solaire arrive sur Terre. Donc c'est pas n'importe qui en a parlé en premier, et promis, on en reparlera de Fourier. À partir de là, il aura fallu attendre 1967 pour obtenir la première et désormais fameuse prévision d'une élévation globale de température de 2,5 degrés sur le siècle suivant. Et malheureusement, on est en plein dedans. Les exemples sont multiples et sûrement que vous en avez déjà entendu parler. Ce réchauffement climatique a bien été prouvé d'origine humaine, et c'est notre activité industrielle qui a largement participé à cette élévation de température. Comme on peut pas se passer d'électricité dans notre société et qu'on doit toujours produire de l'énergie, il faudrait donc qu'on adapte nos moyens de production pour que notre industrie ne soit plus nocive pour notre environnement. L'ensemble des moyens de production d'énergie, on appelle ça le mix énergétique. Et en France, notre mix énergétique est composé de 6 grandes familles. Le thermique à combustible fossile, qui exploite les énergies d'origine fossile, comme le charbon, le fioul ou les gaz, l'hydraulique qui exploite le mouvement de l'eau dans les barrages par exemple, l'éolien qui exploite les couloirs de vent pour produire l'électricité, le solaire qui exploite l'énergie du rayonnement solaire, comme son nom l'indique, les bioénergies qui sont produites par l'exploitation de la biomasse, comme le bois ou les boues par exemple, et enfin l'une des plus controversées en ce moment, l'énergie nucléaire. Vu que cette dernière est très controversée, on va essayer de décomposer un peu pourquoi elle l'est autant. La fission nucléaire consiste grossièrement à enrichir un matériau radioactif, le bombarder violemment de particules pour que son noyau se fissure et libère une énergie considérable. Cette énergie étant de nature thermique, il faut bien une centrale pour refroidir le tout, parce qu'on est littéralement en train de prendre de l'énergie d'une explosion nucléaire contrôlée. Ah oui, alors, on va clore le débat de suite, hein. Ce qui sort des tours de refroidissement des centrales, là. Hein, ça, oui, ça. C'est de l'eau, c'est tout. Et en plus, elle est même pas radioactive, celle-là. Alors on arrête tout de suite de dire que le nucléaire, ça pollue à cause des vapeurs. La pollution d'origine nucléaire est un peu plus compliquée que l'émission de gaz à effet de serre. Je ferai pas un résumé de comment marche la radioactivité, mais sachez que la radioactivité tient son principal danger du phénomène de rayonnement ionisant. Les ondes émises par les éléments radioactifs sont suffisantes pour modifier la structure atomique de la matière. Autant vous dire que c'est pas cool. Et donc, on comprend mieux pourquoi on essaye absolument d'enfouir ce genre de choses à 500 mètres sous terre, le tout fondu dans du verre et dans des
des caissons de béton. Oui, on n'y va pas de main morte, hein. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on met sous terre? 90% des éléments radioactifs sortant d'une centrale nucléaire sont constitués de parties de fonctionnement de la centrale qui doivent être changées. Ces éléments ne sont généralement pas très toxiques et peuvent souvent être refondus pour être réutilisés dans d'autres domaines. Les 10% restants sont constitués par le combustible nucléaire du coup. Une fois utilisé et sorti, le combustible est encore toxique et malgré les avancées en la matière pour que l'on puisse l'utiliser plusieurs fois encore, on se trouve toujours dans l'obligation de devoir l'enterrer. Et c'est cette partie-là qui va constituer la véritable pollution d'une centrale nucléaire. Parce qu'à force d'enterrer des trucs dans le sol, on sait pas vraiment ce qu'il en adviendra dans 10 ans, 100 ans ou encore 1000 ans. Mais ne vous en faites pas, cette vidéo va vous montrer que on peut pas s'en passer pour le moment. Ouais. Non, on peut pas s'en passer à l'heure actuelle, non. Et pour comprendre ça, va falloir d'abord comprendre comment marche notre mix énergétique et comment fonctionne l'électricité de manière générale. L'énergie électrique a un fonctionnement qui est assez simple à expliquer. On ne peut produire que ce que l'on consomme. Entre un système générateur qui produit l'électricité et la charge, qui est ce qui va utiliser et transformer l'énergie produite, il doit y avoir une parfaite égalité entre l'énergie produite et l'énergie consommée. Et c'est ce qui pose le fameux problème que vous connaissez très certainement, on ne peut pas stocker l'électricité. Bon, déjà, c'est qu'à moitié vrai, parce que oui, on peut stocker l'électricité. Le vrai problème, c'est que l'on ne peut pas stocker durablement et efficacement l'électricité. Il y a bien quelques solutions de stockage qui se développent, hein, mais cela reste des solutions très locales et qu'on verra pas appliquer avant une grosse avancée technologique. Du coup, être obligé de devoir autant produire qu'on ne consomme, ça impose pas mal de choses. Je vous apprends rien si je vous dis qu'une centrale nucléaire, ça se démarre pas en appuyant juste sur un bouton. Et pour la démarrer et l'entretenir, ce sont des centaines de gens qui s'occupent d'une seule centrale nucléaire. Donc quand on démarre une centrale, on n'a pas envie qu'elle s'arrête, parce que ça veut non seulement dire qu'il faut la redémarrer, mais aussi qu'un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros est juste là, à rien foutre. Tiens, ça va me permettre d'introduire deux nouveaux paramètres à prendre en compte, ça. Quand on veut produire de l'énergie à partir d'une matière première, on cherche à consommer le moins de ressources possible et à produire le plus d'énergie de la dite ressource. Jusque-là, tout va bien. Ça, c'est ce qu'on appelle le facteur de rendement d'un système. Il est égal à la quantité de matière première qui a permis de produire l'énergie, divisé par la quantité de matière première utilisée. À ce facteur-là, on rajoute un autre facteur, appelé facteur de charge, qui est défini comme étant le rapport entre l'énergie qu'un système a produit sur une période donnée et l'énergie qu'aurait produit ce système s'il avait fonctionné à sa puissance nominale pendant la même période de temps, c'est-à-dire en prenant en compte son facteur de rendement. Pour bien comprendre à quoi ces deux facteurs se rapportent, on va prendre un exemple, celui d'un feu de cheminée. À part si vous voulez brûler un cadavre parce que vous êtes un tueur en série, quand on allume un feu de cheminée, c'est généralement pour se chauffer, et pour ça, on prend généralement un combustible, genre du bois. Ça correspond à notre matière première, c'est ce qu'on dépense pour pouvoir faire du feu. On y fout le feu, et là, si la physique marche bien, ça fait de la chaleur. Et le facteur de rendement dans tout ça? Eh bien, dans une réaction de combustion, parce que oui, foutre le feu à quelque chose, ça s'appelle une combustion, dans une réaction de combustion, il n'y a pas que la chaleur qui est produite, il y a notamment de la fumée, des vapeurs, la chaleur ne se dirige pas forcément vers là où vous voulez chauffer, et donc va chauffer des endroits inutiles. Au final, tout le combustible que vous avez utilisé ne vous a servi que parce qu'une partie de la chaleur est venue vous chauffer, ce qui représente pas grand chose par rapport à tout ce que le feu de cheminée a produit, et c'est uniquement le combustible qui vous chauffe qui rentre en compte dans le facteur de rendement. Et si vous voulez avoir un exemple pour le facteur de charge, ben imaginez que vous ayez besoin d'entretenir le feu, et que vous preniez en compte uniquement la chaleur qui vous arrive quand il est allumé. Oui, parce que si le feu est éteint, du coup il n'y a plus de chaleur. Si on laisse de côté le feu de cheminée et qu'on revient à notre centrale nucléaire, on comprend assez vite qu'il faut s'intéresser à comment on utilise la centrale nucléaire. Parce que quoi qu'on veuille bien en dire, construire quelque chose pour ne rien faire avec, c'est consommer des ressources pour rien. Et donc c'est pas super niveau utilisation des ressources. Et dans le cas de notre centrale nucléaire, qu'elle tourne ou pas, il faut payer la maintenance. En France, c'est EDF qui s'occupe de ça. Bon, rêvez pas, hein, c'est avec l'argent des impôts et des factures d'électricité qu'ils entretiennent ces centrales. Hein. Mais à l'heure actuelle, il y a plein d'alternatives à l'énergie nucléaire, donc autant s'intéresser à ce qu'elles peuvent faire. Une qui représente bien la transition écologique, c'est l'énergie éolienne, avec les hélices éoliennes. Alors là-dessus, on peut trouver que le facteur de charge annuel d'un parc éolien en France se situe aux alentours de 25%, la mesure ayant été effectuée en 2012. Bon, il faut dire avant tout que ce chiffre-là manque cruellement de recul, parce que des parcs éoliens, on n'en a pas beaucoup et cela fait depuis peu que nous en avons. C'est donc pour ça que je préfère donner une estimation par rapport aux chiffres qu'on peut trouver sur le sujet, plutôt que de vous balancer un chiffre en vous disant que c'est ça la vérité. Manquerait plus que je fasse une émission sur les chiffres en balançant dans tous les sens en plus. Ce serait con. Mais ce que cette estimation nous dit surtout, c'est que le parc éolien ne produit que 25% du temps, avec un facteur de rendement maximum de 35%, ça veut dire qu'elle ne convertit que 35% l'énergie qu'elle reçoit en énergie électrique, le tout pendant un quart de son temps d'existence. Eh, c'est pas bien fou quand même. Enfin, ne nous avançons pas trop vite. Comparons ça à une centrale nucléaire du coup, comme ça on pourra savoir si on peut assurer la transition énergétique avec des parcs éoliens. Alors,
Pour une centrale nucléaire, on atteint donc, en France toujours, un facteur de charge de 75% avec un rendement de 30%. Donc, la centrale nucléaire, elle, transforme 30% de l'énergie de sa réaction et elle fonctionne pendant les 3/4 de son temps. Mais attends, c'est de la merde l'éolien, pourquoi on finance ça? Ce serait quand même pas pour faire des gros contrats pour le BTP, hein. Non, ce serait pas sympa. En plus, on est obligé de bétonner, c'est dégueulasse après les sols et tout. Non, ce serait pas cool. Et voilà en résumé le problème de notre mix énergétique, et plus précisément des énergies intermittentes. Ce sont des voies à développer parce que la pollution qu'elles engrangent est ridicule face aux autres moyens de production que nous avons, encore que cela reste à démontrer pour certains, un bordel de merde. Mais le problème qui vient avec ces énergies, c'est leurs facteurs de charge qui sont très faibles comparés aux autres moyens de production. Et tant que cette problématique de stockage d'énergie ne pourra pas être réglée, il sera impossible d'imaginer se fier uniquement aux énergies alternatives. Cela nous oblige à garder ainsi des sources d'énergie non alternatives. En France, il y en a principalement deux, le nucléaire et le charbon. Et depuis plusieurs années, la France a fait le choix de se concentrer exclusivement sur le nucléaire, et de réduire sa part d'énergie fossile comme le charbon dans son mix énergétique. C'est pas quelque chose qui est adopté partout en Europe malheureusement, et devinez quoi? Eh ben ça se voit sur les chiffres. En 2014, il a été mesuré que chaque Français émettait en moyenne 4,6 tonnes de CO2 sur l'année, alors qu'en Allemagne, où ils ont fait le choix de sortir complètement du nucléaire et de construire un mix énergétique autour des énergies fossiles comme le charbon, et des énergies intermittentes comme l'éolien, bordel de merde! En 2014, un Allemand émettait environ 9 tonnes de CO2, soit un peu moins du double. Avec ces chiffres en perspective, on se rend compte que les progrès à faire sur la production énergétique et sur la gestion du mix énergétique sont assez limités. Certes, une fois qu'on a viré l'exploitation des énergies fossiles, on pourra voir beaucoup plus clair et réduire considérablement l'impact carbone qu'on a sur la planète. Mais le problème auquel on fait face est aussi un problème technologique et économique. Les centrales nucléaires, même si elles permettent d'atteindre des performances égalables aux exploitations d'énergie fossile, sont... allez, on va juste dire mal gérées. Ça, j'en parlerai plus tôt dans une autre vidéo, parce que ce problème-là mérite d'être traité en une vidéo à part entière. Mais au-delà de cette gestion de notre mix, il y a aussi un autre aspect dont on n'a pas parlé dans cette vidéo, qui est la gestion de la charge. Comme je vous le disais plus tôt dans cette vidéo, ce qu'on produit comme énergie est forcément égal à la charge. Or, la charge, ben c'est nous, c'est ceux qui vont utiliser les énergies extraites et produites. Alors il y a certes toi, qui consomme en allumant ta lumière et en te chauffant l'hiver, merde, même ça on n'arrive pas à gérer, mais plus de 40% des émissions de CO2 sont enregistrées dans le secteur des transports et de l'industrie, alors oui, il est évident que je vais faire une vidéo sur ça aussi. Donc ne vous inquiétez pas du fait que je n'ai pas parlé d'un sujet ou d'un autre dans cette vidéo, car celle-ci se voulait essentiellement comme une introduction à d'autres vidéos que je ferai plus tard. Mais quoi qu'il en soit, quand on vous parle de transition écologique, mettez-y des chiffres.